Le coronavirus peut faire jusqu'à 190 000 morts en un an en Afrique, au moment où davantage de pays du continent continuent d'alléger les restrictions anti-Covid-19. L'Union africaine rejette les critiques formulées contre les tests livrés aux pays africains pour détecter la maladie. Nous nous rendrons au Cameroun pour voir comment le dépistage des possibles malades du Covid-19 est effectué. La pandémie, qui a fait près de 267 000 morts en 5 mois dans le monde, a également généré une avalanche de haine et de xénophobie, d'après le chef de l'ONU, Antonio Guterres. L'Organisation mondiale de la santé estime que 83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectés au cours de la première année. Tel serait le bilan de la pandémie si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Le continent est pour le moment le moins touché, avec l'Océanie, avec environ 54 000 cas, dont près de 2070 morts. Plusieurs pays ont pris des mesures de confinement qu'ils commencent à lever ou envisagent de lever. Le Nigeria a ainsi levé le confinement de Lagos, la plus grande ville d'Afrique. L'Afrique du Sud a également allégé il y a une semaine son confinement. La Côte d'Ivoire assouplit également dès aujourd'hui ses mesures de restriction dans tout le pays, sauf à Abidjan où sont concentrés les malades. La République démocratique du Congo vient de rouvrir partiellement pour les piétons un poste frontière avec la Zambie après une journée de manifestation contre la fermeture depuis le 20 mars dernier de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sur décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce dernier a fait face hier à la colère des malades du Covid-19 et aux demandes des soignants dans un hôpital de Kinshasa où le nombre de contaminations est en hausse. Polémique autour des kits livrés par l'Union africaine pour détecter le nouveau coronavirus en Afrique. Pour le président tanzanien John Magufuli, les tests seraient défectueux. Mais le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC de l'UA, a rejeté ces critiques hier en affirmant que les tests que la Tanzanie et tous les pays africains utilisent ont été validés et sont très performants. L'organisme avait prévu de distribuer 1 million de kits aux pays africains. Comment ces tests sont-ils menés? Cap sur Douala, où les médecins camerounais vont encore plus loin en effectuant les tests directement chez les gens. Les détails avec Dili Diko. Cette malade potentielle de Covid-19 a appelé l'équipe de santé de Douala après s'être sentie mal. Elle a déclaré qu'elle était inquiète d'avoir contracté la maladie car elle voyage beaucoup et elle utilise souvent les transports en commun. Le docteur Landim Vélé et sa petite équipe sont chargés de répondre aux appels et d'effectuer les tests sur les habitants. Le médecin explique qu'au début, les gens étaient très réticents à ouvrir leurs portes. Il est bien vrai qu'au début, les personnes étaient très sceptiques au début de l'épidémie et au début du dépistage massif qu'a lancé le ministre de la Santé du Cameroun. Il est bien vrai que les personnes étaient très réceptives et on avait de la peine à entrer dans les ménages. Mais maintenant, ça commence à s'alléger, tout le monde entre dans la machine, tout le monde a envie d'éradiquer l'épidémie. Chaque personne, chaque Camerounais maintenant est conscient du fait que le coronavirus est une maladie meurtrière, c'est une maladie qui tue beaucoup de monde et tout le monde s'attache à éradiquer la maladie. Après le test administré à la maison, l'équipe pulvérise la demeure avec une solution désinfectante. Ces nouvelles mesures sont désormais appréciées par les habitants de la ville qui se sentent plus rassurés. Pour une pandémie comme celle-ci, beaucoup de personnes, vous trouverez que beaucoup de personnes n'auront pas le courage de se faire dépister, de se prononcer, n'auront pas le courage d'aller vers les autorités après l'apparition d'un signe ou de plusieurs. Et je pense que cette stratégie mise sur pied par le ministre de la Santé est la bienvenue. Le docteur Sandrine Biolé fait partie d'une des 2 seules équipes médicales du district de Bonasama à Douala. Ils ont la tâche d'administrer le test aux potentiels malades dans cette agglomération qui compte 500 000 personnes. Elle explique que la charge est bien trop lourde. Le challenge actuellement, c'est le fait
que nous travaillons chaque jour et pendant de longues heures. Ce qui fait que la quantité de travail est assez forte et nous travaillons dans un domaine avec un virus qui est un peu inconnu. Parfois, nous-mêmes, personnels de la santé, nous présentons les signes de la maladie et parfois, nous on se sent déjà malade. Donc, tout cela augmente encore à la pression dans le volume du travail, plus la pression de se sentir malade, de se sentir affaibli. Mais au-delà de tout, après une journée, quand on se repose le lendemain, on peut encore recommencer. Les autorités ont signalé qu'au moins 23 personnes du corps soignant ont été infectées depuis le début de la propagation du virus au Cameroun. Le maire de Douala a annoncé son intention d'agrandir prochainement les équipes de dépistage de Covid-19 en recrutant plus de médecins et plus de personnel médical. En attendant, le Cameroun a rendu obligatoire le port du masque dans le pays. Au Burkina Faso, l'heure est pratiquement à la reprise malgré la présence du Covid-19. Si certains ont peur de la recrudescence de la maladie, d'autres s'en remettent à Dieu. Mais le gouvernement, lui, se veut clair. La levée de certaines mesures ne signifie pas que le nouveau coronavirus est loin derrière. De Ouagadougou, le reportage de Lamine Traoré. L'une des principales gares de la capitale burkinabé. Depuis cette semaine et après plus d'un mois d'arrêt, le gouvernement a autorisé la reprise des transports. La reprise est bien timide ici. Mais ce qui inquiète davantage, c'est le non-respect des gestes barrières contre le Covid-19. On a peur, on a vraiment peur. Parce que bon, pour convaincre les gens, c'est pas du tout facile. Il y a des gens qui refusent catégoriquement de porter les masques. Même s'ils portent, à un certain niveau, ils enlèvent. Donc on a peur pour que la maladie progresse. Nous sommes à la grande mosquée de Ouagadougou, située au cœur du grand marché. Les mosquées du pays ont aussi repris. Quant au respect des mesures barrières et à une possible propagation du coronavirus, on s'en remet ici à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont porté, mais malgré ça, on voit d'autres gens aussi qui n'ont pas porté. Mais Inch'Allah, on croit que ça va aller avec, surtout que le prophète nous a dit que toute chose qui est inscrite pour l'homme, quelles que soient les précautions que vous allez prendre, ça vous arrive là. Donc avec ça, là, on n'a pas peur, Inch'Allah. Au grand marché de Ouagadougou, c'est un autre son de cloche. Même si les marchés sont fonctionnels désormais, les commerçants demandent l'aide du gouvernement pour pouvoir tenir. Aujourd'hui, si tu avais au moins 500 000 et puis tu te débrouilles avec ça. Avec les 1 mois là, vraiment c'est presque fini. L'aide qu'on a eue, ça c'est pas de l'aide. Un sac de riz à 40 personnes, vraiment c'est pas de l'aide. Donc à prendre vraiment d'autres mesures vraiment, qui va vraiment encourager les jeunes. Face à la réalité de la pandémie, le gouvernement se veut clair. Il est urgent de rappeler à l'ensemble des populations vivant au Burkina Faso que l'allègement des mesures restrictives de liberté à travers les décrets et arrêtés que nous avons abrogés ne signifie pas la fin de la maladie. Nous devons tous garder à l'esprit que le Covid-19 est un véritable problème de santé publique au Burkina Faso et dans le monde. J'en appelle au sens élevé de la responsabilité de chaque citoyen pour que la maladie ne connaisse pas un rebond. À la date du 6 mai, le Burkina comptait 736 cas de Covid-19 avec 48 décès. Avec la reprise dans différents secteurs, de nombreux observateurs s'inquiètent de la recrudescence de la pandémie dans le pays. Surtout quand on sait que le gouvernement peine à faire respecter certaines mesures, comme le port obligatoire du masque. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Restons au Burkina pour voir comment va se dérouler la réouverture des écoles. Le gouvernement dit avoir tout mis en œuvre pour que les élèves puissent reprendre les cours dans le respect des mesures sanitaires. Port obligatoire de masques, dispositif de lavage des mains et désinfection des établissements. Mais l'inquiétude prévaut. Thierry Kaoré a joint Elvis Somda, président de l'association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso. Nous disons que ça va être compliqué parce que déjà, connaissant l'effectif pléthorique que des élèves dans les différents établissements au Burkina, disons, ça va être vraiment compliqué qu'on puisse respecter les mesures barrières pour en tout cas booster la pandémie hors du Burkina.
Mais néanmoins, comme il y a des techniciens sur le terrain qui disent accompagner le gouvernement, nous attendons de voir à la reprise ce qu'il y a lieu de faire. Personnellement, on avait proposé au gouvernement de reprendre les cours uniquement pour les classes d'examen. Il s'agit d'utiliser les salles des classes intermédiaires pour répartir les élèves des différentes classes d'examen dans ces salles-là et mettre en profit les enseignants de ces différentes classes-là. Il faut que ce soit les élèves, les enseignants, que ce soit les membres de l'administration, que chacun puisse jouer sa partition. Je pense qu'ici, il faut que chaque élève puisse se dire, même si c'est difficile, puisse s'appliquer pour pouvoir réussir cela. Parce que je pense que déjà 2 masques, c'est la contribution du gouvernement. Les parents d'élèves aussi doivent s'impliquer, même s'il y a lieu aussi d'offrir 2 masques aussi à leur tour, pour que ça soit 4, pour que les élèves puissent changer. Parce qu'on sait que ce n'est pas du tout facile quitter l'école, revenir pour faire la lessive et repartir à l'école, vu les conditions difficiles que nous avions au Burkina. Ça va être compliqué. Mais si chacun de nous s'investit comme il se doit et applique les différentes mesures qui ont été quand même consignées par les agents de la santé, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais il faut beaucoup de discipline pour pouvoir réussir cela. La recherche d'un médicament curatif contre le Covid-19 se poursuit et l'Afrique n'est pas en reste. Mais l'OMS n'arrête pas de rappeler à l'ordre les dirigeants africains contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels sans essais scientifiques rigoureux, comme la tisane malgache, prétendument anti-coronavirus. Les éventuels effets de cette potion appelée Covid organique n'ont été validés par aucune étude scientifique. Pour en parler, Mohamedou Oumfa a joint à Brazzaville le docteur Michel Yao, responsable des programmes d'urgence pour le Bureau Afrique de l'OMS. L'OMS, en fait, surtout pour l'OMS Afrique, on encourage un peu des innovations, notamment venant de ces médicaments traditionnels, mais à une condition, à condition que cela suive un protocole scientifique. La plupart des pays, sinon tous les pays d'Afrique, depuis l'an 2000, se sont engagés à travailler pour faire des recherches avec ces médicaments traditionnels avec l'appui de l'OMS. Mais cela doit se faire étape par étape avec un protocole aussi bien approuvé par des comités éthiques nationaux que par des comités de médecine qui existent aussi au niveau des pays. Et donc, c'est des choses, on a plus ou moins l'historique de médicaments qui auraient marché dans la communauté ou qui marchent dans la communauté pour telle ou telle autre maladie. Mais pour que cela soit utilisé et connu ou bien diffusé au grand public, il est important qu'on ait un minimum de démarches scientifiques pour montrer que le médicament est efficace et que le médicament n'est pas nocif pour l'homme. Et c'est pourquoi ce médicament est prétendu être efficace, que cela soit effectivement démontré. Donc, c'est cela notre position par rapport à tout ce lot de médicaments qui commencent à sortir pour le Covid. On ne demande qu'à accompagner pour qu'il y ait une démarche scientifique qui puisse corroborer en fait ces trouvailles. Dans le monde, le Covid-19 a fait près de 270 000 morts. Environ 3 858 000 cas ont été répertoriés. Le patron de l'ONU est d'avis que la pandémie génère une avalanche de haine et de xénophobie. Antonio Guterres ne cite pas de pays ou d'individus, mais appelle ce vendredi à une action résolue pour y mettre fin. L'ONU affirme par ailleurs que de nombreux pays n'ont toujours pas assez d'équipements pour détecter rapidement le nouveau coronavirus. En ce jour anniversaire, le président allemand Frank-Walter Steinmeier exhortait la communauté internationale à tirer les leçons de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en allant vers plus de coopération dans la lutte contre la pandémie
et pas moins, dit-il. Le Covid-19 est toujours meurtrier en Europe, malgré le déconfinement entamé dans de nombreux pays de ce continent. De façon surprenante, la Chine dit soutenir la création, après la fin de la pandémie, d'une commission sous l'égide de l'OMS afin d'évaluer la réponse mondiale au Covid-19. Cette déclaration intervient après des pressions occidentales, notamment américaines et australiennes, demandant une enquête sur l'apparition du virus en Chine à la fin de l'an dernier. Les États-Unis demeurent le pays le plus touché avec 75 670 décès pour plus d'1,25 million de cas. La Californie, premier État américain à avoir décrété le confinement pour endiguer le coronavirus, va commencer à assouplir certaines mesures ce vendredi. La pandémie continue d'affecter l'économie américaine. Ce sont ainsi 20,5 millions d'emplois qui ont été détruits au mois d'avril, un niveau record en si peu de temps. Pour le président Donald Trump, en campagne pour un second mandat à la Maison-Blanche, ces chiffres sont sans surprise et étaient attendus. L'administration Trump et le Congrès ont déjà débloqué un total de 669 milliards de dollars de prêts pour les petites et moyennes entreprises afin de les aider à payer les salaires de leurs employés. Les élus du Congrès tentent d'ailleurs de reprendre graduellement le travail pour faire avancer les dossiers en souffrance. Dili Dikou. La capitale des États-Unis est déserte. La ville se prépare pour une nouvelle série de cas de coronavirus dans les prochaines semaines. Malgré ces projections, les sénateurs américains sont retournés travailler au Congrès pour la première fois depuis la mi-mars. Ils ont répondu présents afin de pouvoir se prononcer sur la personne choisie par le président Trump pour être en charge des services de renseignement du pays. John Ratcliffe a déclaré aux législateurs que sa priorité serait d'évaluer les origines du coronavirus. La communauté du renseignement sera focalisée sur la façon dont cela s'est produit et quand est-ce que cela s'est produit. Je vois la Chine comme étant la plus grande menace en ce moment. Regardez ce qui se passe avec le nouveau coronavirus. Les législateurs ont octroyé une aide sans précédent de 3 000 milliards de dollars pour faire face à la crise économique et sanitaire. Lors de l'audience, les sénateurs ont abordé la nécessité de requérir au service d'un inspecteur qui s'assurera que les fonds sont correctement utilisés. Le peuple américain a besoin d'un garde-fou pour s'assurer que les 500 milliards de dollars d'argent du contribuable et les 4 000 milliards de dollars que la Réserve fédérale a décaissés vont servir à soutenir les travailleurs, les communautés et les entreprises. Brown, l'un des nombreux sénateurs démocrates disant que les républicains mettent en danger leur santé en les rassemblant pour confirmer les nominations du président, déclare que les législateurs devraient faire davantage pour lutter contre le coronavirus. Alors que d'autres pays à travers le monde, comme la Corée du Sud et le Canada, parviennent à faire baisser la courbe avec des programmes de tests rigoureux, les États-Unis, cette grande puissance habituellement leader du monde, est à la traîne. Les négociations pour la prochaine série d'aides visant à relever l'économie américaine en difficulté créent déjà de vives tensions politiques. La dernière chose dont nous avons besoin est que la gauche considère cette crise nationale comme une opportunité pour atteindre les objectifs qu'elle vise depuis très longtemps. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, devrait bientôt publier les suggestions du Parti démocrate pour la seconde vague d'aide. Entre-temps, les députés continuent de travailler de chez eux car les autorités sanitaires ont déclaré que la situation est encore bien trop dangereuse dans la région. Toujours aux États-Unis, 2 hommes blancs accusés d'avoir tué un jogger africain-américain dans l'État de Géorgie en février dernier ont été arrêtés après le vif émoi provoqué par la vidéo du drame. La victime, Ahmaud Arbery, était âgé de 25 ans. Les 2 hommes ont été identifiés comme Travis Michael, 34 ans, et son père, Gregory McMichael, 64 ans. Tous deux ont été inculpés pour meurtre. N'allez nulle part ailleurs.
Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Et maintenant, le portrait d'un ancien enfant soldat au Soudan du Sud. Enlevé au début de son adolescence par un groupe armé, il a été libéré en même temps que d'autres grâce aux efforts menés par des groupes confessionnels en partenariat avec l'ONU. Depuis sa libération, il tente de refaire sa vie. Il a notamment pu créer son propre atelier de menuiserie, comme nous allons le voir avec Lionel Gaïma. En regardant Malice, ce n'est pas son vrai nom, au travail dans son atelier à Yambio, on pourrait croire que la vie a bien traité ce jeune homme de 26 ans. Ses yeux, cependant, racontent une histoire différente. Enlevé au début de son adolescence par un groupe armé, Malice a grandi avec eux dans la région sauvage de l'Équatoria occidental au Soudan du Sud. Quand nous étions dans la brousse, nous souffrions tellement. Quand la paix est revenue dans la comté, nous sommes sortis de la brousse et nous nous sommes rendus et avons également reçu une formation. Début 2018, la chance de Malice a apparu puisqu'il a été libéré avec d'autres personnes grâce à des initiatives locales menées par des groupes confessionnels en partenariat avec la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Nous avons pu faire face aux gens dans la brousse et nous avons ensuite réussi à faire sortir de la brousse plus de 10 000 jeunes hommes qui étaient là, prêts à tuer, prêts à se battre. Je ne vais pas parler du nombre de fois où nous avons été humiliés par ces garçons dans la brousse, mais nous avons continué. Aujourd'hui, Malice est l'heureux détenteur d'un certificat en menuiserie après avoir suivi un programme de formation professionnelle de 6 mois, soutenu par la MINUS et ses partenaires et mis en œuvre par World Vision International au centre de formation professionnelle de Tindoka. I started to learn how they are measuring all these things. J'ai commencé à apprendre comment ils mesurent toutes ces choses, comment les couper, et comment y faire des tunnels. J'ai appris toutes ces choses là-bas. Maintenant, je peux faire mes tables, mes chaises et même des lits. Ensuite, les gens qui les mettent ici, puis quelqu'un m'a demandé, nous pouvons discuter et négocier. Et quelqu'un peut me le prendre et me donner quelque chose comme de l'argent. Discuss about it and negotiate, and then somebody may take it from me and give me something like money. Malice a ouvert un atelier de menuiserie à Yambio où il utilise ses nouveaux talents pour produire des articles nécessaires à la communauté locale à des prix abordables. Il offre également des possibilités d'apprentissage aux jeunes. Je les forme avec les connaissances que j'ai acquises. Ils l'acquièrent et sont attentifs à ce que je dis. Isaac, ce n'est pas son vrai nom, un jeune homme qui a eu la chance d'être apprenti dans l'atelier de Malice, se dit reconnaissant. Il m'a appris tellement de choses. Maintenant, je peux faire tant de choses comme des lits, des portes et des tiroirs et tant de petites choses. Travailler avec la population du Soudan du Sud pour construire une paix durable est une partie essentielle du mandat de la MINUS. Nous voulons établir un dialogue entre les communautés sur ce qu'elles ont, sur les possibilités de développement dans les communautés, sur les défis auxquels elles sont confrontées, sur les menaces qu'elles pensent pouvoir surmonter et sur leurs forces et faiblesses, afin que nous puissions inciter les communautés à renforcer leur propre résilience et à s'orienter vers un redressement et un développement rapide. Selon l'UNICEF, plus de 3000 enfants ont été libérés des groupes armés au Soudan du Sud depuis le début du conflit. Mais des milliers d'autres enfants continuent d'être utilisés. Et il est l'heure maintenant de vous proposer Culture Hebdo avec Roger Muntu. Bonsoir Roger. Oui Jacques, le bien-être et la sécurité de chacun est la priorité. Paul McCartney a annulé jeudi sa tournée printanière française en raison des contraintes liées au Covid-19. Des contraintes liées au Covid-19, comme nous le savons tous, qui empêchent beaucoup d'ailleurs d'artistes de prester des concerts. L'ex-figure de Beatles ne jouera donc pas le 23 mai à Lille, comme prévu, le 26 mai à Paris.
à la Défense Arena le 31 mai à Bordeaux et le 7 juin 2020 à Lyon. Le groupe et moi sommes tellement désolés que nous ne puissions pas être avec vous. Mais ce sont des moments sans précédent et bien-être de la sécurité de chacun qui est la priorité. Il a écrit sur ses tweets, ses comptes Twitter et ses réseaux sociaux, Sir Paul McCartney, dans son communiqué. J'espère que vous vous portez tous bien alors que nous attendons avec impatience les temps meilleurs à venir, a-t-il ajouté. Son entourage dit avoir examiné les possibilités de trouver des périodes de tournée alternatives dans le calendrier, mais cela ne sera pas possible en raison de nombreux engagements en cours de Paul. Bien sûr, c'est un gars busy, donc on comprend très bien. Les billets, Jacques, pour les concerts de la tournée française seront remboursés, bien sûr, dans le point de vente à partir du 12 mai, pour être plus précis, 2020, Jacques. Et Roger, l'artiste congolais Félix Wazekwa, vous a accordé un entretien. Oui, Jacques, cet artiste qui fut d'abord parolier des musiciens congolais, c'est-à-dire qu'il écrivait les textes de leurs chansons, a même introduit l'idée du verbe dans la chanson. Le verbe qui est un aphorisme, une réflexion propre à l'artiste qui lance dans la chanson en lieu et place de se référer à un proverbe déjà existant. Ainsi, un verbe devient proverbe dès qu'il devient très populaire. Il était mon invité et n'a pas manqué, rassurez-vous, de communiquer sur la pandémie de Covid-19. Suivant. Faisons très attention, même si ce n'est pas dans notre famille, au moins dans des gens que nous connaissons, nous commençons à perdre des gens d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas prier pour que Dieu puisse effacer la maladie. Les genres de prières que nous devons faire en ce moment devaient être que Dieu nous donne l'intelligence pour cette maladie. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter l'expansion de cette maladie? Mais il ne faut pas seulement prier et négliger les mesures barrières, parce que pour nous, la prière est une mesure barrière. Non. Respectons ce que disent les autorités, par moments anticipons même. Et voilà Jacques, c'est tout ce qu'on avait pour nos amis de Culture Hebdo ce week-end. Et voilà, c'est ici que nous refermons Le Monde aujourd'hui. Un grand merci. Take care, à très bientôt, au revoir.